on va prendre comme valeur? Hein? J'ai pour un diamètre 100, xit égale 0,23. Pour un diamètre de 100, xit égale 0,21. Et pour un diamètre 150, hein? On va prendre. On dit la moyenne, monsieur. Vous allez faire l'interpolation linéaire. L'interpolation linéaire. Je laisse 50. Elle a 100. On va dire entre 300 et 500, j'ai le 350. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la moyenne. Je suis plus proche à 300. Donc, d'une manière générale, dans ces problèmes-là, on va faire ce qu'on appelle l'interpolation linéaire. Qu'est-ce que c'est que l'interpolation linéaire? Ça veut dire j'ai un phénomène, par exemple, je suis en train de voir le xi. Le xi, une fonction qui est discrète. L'interpolation, on le fait pour lorsqu'on passe des fonctions discrètes aux fonctions qui sont continues. Il y a une fonction discrète. Ça veut dire quoi? Un xi, on dit pour un diamètre 100, on dit une valeur. On dit pour un diamètre 200, on dit une autre valeur. On dit pour le diamètre 300, on dit une autre valeur. 400, une autre valeur. Mais je ne connais pas les valeurs qui sont au milieu. Je ne rien dire. Je vais interpoler. Je vais dire que c'est une fonction qui est gentille. Ça veut dire que je peux avoir des fonctions, entre les deux, je peux avoir une bifurcation. D'autres, les problèmes chaotiques, les problèmes, on ne peut pas faire directement l'interpolation linéaire. Il faut faire une autre interpolation cubique ou l'interpolation avec d'autres fonctions plus méchantes que la fonction. Donc, il faut avoir deux. Donc, la quinte linéaire, je vais faire comme ça. On va atteindre l'interpolation. L'interpolation linéaire, ça veut dire je considère que c'est une droite entre deux points, c'est une droite. Et donc, je peux calculer dans une droite. Là, je crois que vous l'avez fait en maths ou là, j'adore. Et là, quand maintenant je suis à 3/4, je vais ajuster sur la participation de le 3/4. Donc, je vais avoir, généralement, je vais prendre la pente. Ça veut dire la valeur de la fonction en y, moins la valeur de la fonction en x, sur y moins x, c'est ce qu'on appelle la pente ou la dérivée. C'est cette valeur-là, la pente. Après cette pente, je vais la diviser, la multiplier par cette valeur, le x, moins le x que je veux mesurer. Le x que je veux mesurer. Et après, j'ajoute la valeur au départ. Je vais avoir y au départ, c'est-à-dire au point de départ, plus tout ça. Évidemment, si je suis dans le centre, je vais mettre la moyenne. Mais oui, donc je vais faire l'interpolation linéaire. Ça, parfois, on va faire l'interpolation. Ici, j'ai 600, par exemple. Qu'est-ce que je vais faire? Pour le diamètre 600, je ne vais rien dire. Pour le diamètre 600, je ne peux pas faire l'interpolation linéaire. Pour l'interpolation, je dois être entre deux points que je connais. Si je ne sais pas, c'est ce qu'on fait généralement dans la maintenance. Lorsque je vais suivre un paramètre que je dois prévoir, la machine tombe en panne parce que j'ai un roulement qui va être en panne. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le suivi du roulement. Ça veut dire, je sais que le roulement il a une durée de vie d'il y a 3 ans, et je commence, à partir d'il y a une année, par exemple, je commence à le suivre. Je vais faire des mesures. Il y en a ce qu'on appelle les signes avant-coureurs. Ça veut dire le signe qui va être en relation avec la panne. Généralement, pour le roulement, c'est la température ou bien le bruit. Donc, je mesure le bruit, j'ai une valeur, 1 décibel. Un mois après, 1,1. Un mois après, 1,2. Et je vais suivre. Mais je ne vais pas attendre jusqu'à ce que la machine tombe en panne. Je dois prévoir quand est-ce que je vais avoir, par exemple, la valeur, c'est 0,18. Je dois prévoir quel est le diamètre qui va donner 0,17. Comme ça, je vais arrêter la machine avant qu'elle tombe en panne, je change le roulement et je continue mes travaux. Donc, comment je peux prévoir ce diamètre-là? Je peux le prévoir par, toujours on revient à la courbe. Donc, vous avez une courbe dont vous connaissez à l'avance à peu près le comportement, ce qu'on appelle le comportement. Par exemple, au départ, j'ai un signe, mais avec la température va augmenter. À un certain moment, j'arrive le seuil qui va donner la malade ou la panne pour la machine. Donc, avec le seuil, comment je peux le savoir? Je connais juste des valeurs avant. Je vais le savoir par interpolation à l'extrapolation. L'extrapolation. Ça veut dire, je vais extrapoler. Ça veut dire, je vais dire, je connais la fonction, du point A jusqu'à le point B. C'est tout ce que je connais
expérimentalement. Bon, pour voir, je vais faire l'extrapolation. Je vais dire, voilà, je vais extrapoler. Je vais dire que la courbe, il a peut-être le même comportement. Mais ça, évidemment, je dois le confirmer à travers un laboratoire, etc. Une fois que je le confirme, je vais avoir un essai qui est accrédité. Par exemple, l'analyse d'huile, c'est un essai qui est accrédité. Je peux faire extrapolation. Le roulement, c'est accrédité. Donc, je connais à l'avance quels sont les types de styles avant-coureurs qui peuvent avoir ce comportement gentil dans lequel je peux faire l'extrapolation. Et donc, je peux faire la même chose pour un exemple. Là, je peux faire l'extrapolation. Ça dépend aussi de l'angle. Donc, vous remarquez que pour le coup, donc ça dépend de la rayon de courbure et ça dépend de l'angle. Quel angle? C'est l'angle de courbure. J'ai un coude à 90. Ça, c'est un coude à 90. Ça veut dire quoi 90? Ça veut dire j'ai ça et ça, j'ai un angle droit. Mais je peux avoir un coude à donc là qu'est-ce que j'ai? J'ai ici 90, mais ici, je dois faire comme ça. C'est un angle à, par exemple, 60 degrés. Donc, 60, la 45 ou la 30, comme vous voulez. Donc, les diamètres, évidemment, je ne peux pas faire n'importe quel angle. Lorsque je veux faire la connexion de la robinetterie, je dois avoir des coudes qui sont standards. On a le 30 et le 60. Donc là, je vais. Donc, 45 Kane aussi. Donc, c'est juste, si vous voulez, c'est juste laboratoire. Hein, mais dans la réalité, c'est difficile de trouver des angles dans la réalité. Donc, en fonction de l'angle, plus évidemment l'angle, il va diminuer, plus la valeur, il va diminuer. Juste une parenthèse, c'est que parfois, l'angle, parfois, on l'appelle 60, parfois, on l'appelle, ماشي 60, hein, on l'appelle l'angle complémentaire. Complémentaire, les 120. Parfois, on l'appelle un coude à 120. Évidemment, lorsqu'on dit 120, lorsque je le nomme avec un angle qui est supérieur à 90, on veut dire que c'est l'angle complémentaire. Je ne peux pas avoir, théoriquement, je peux l'avoir, mais pratiquement, je ne peux pas avoir un coude comme ça, à 120. Là, je ne parle pas de ça. Je parle des angles qui sont inférieurs à 90. Si je veux cette configuration, normalement, je dois faire la connexion de cette coude avec un autre coude pour avoir là le retour. Ça, on peut le faire peut-être surtout dans l'eau chaude sanitaire, les chaudières, tout ça. On aura besoin, par exemple, de ce type de. Mais dans l'eau potable, par exemple, on ne fait pas ça. Dans l'eau potable, le transport, ou l'irrigation, on ne fait pas ça. Hein? Si je ne fais pas ça, il vaut mieux travailler avec un flexible. C'est mieux que travailler avec des coudes qui coûtent plus d'énergie. Ça veut dire un tuyau carrément. Hein? Un tuyau, au lieu de travailler avec des coudes. Donc, la quatrième composante, c'est l'angle vif. C'est quoi ça veut dire l'angle vif? Ça veut dire quoi? L'angle vif, ça veut dire que j'ai un coude, par exemple ça c'est un coude à 90, mais angle vif. Comme tout à l'heure, j'ai un angle lisse. Donc, évidemment, je peux avoir de la configuration dans certains moments. Dans la réalité, c'est une chaudière, je vais tronçonner la conduite, je vais faire le montage, je vais faire le soudage. Je ne peux pas. Évidemment, je peux faire le soudage comme ça. Une conduite comme ça. Je vais faire un arrêt. J'ai la conduite qui est comme ça au départ. Je vais faire la couper comme ça, à 40 degrés. Je prends une autre conduite et je vais faire le soudage comme ça. Hein? Donc là, je dois évidemment, ça va s'éliminer. Hein? Pour avoir une soudure ici. Donc là, je vais faire la soudure. Ça, c'est un angle qui est vif.
Évidemment, lorsque l'angle qui est vif, c'est plus d'obstacles. Je vais avoir plus de perte de charge. Et donc, la relation, vous l'avez ici. Si vous avez l'angle de déviation 90 avec un angle vif, il faut ajouter un coefficient de correction de 1. Si vous avez un coude à 60 degrés, si c'est un coude à 60 degrés normal, je vais prendre cette valeur-là, xi égale 0,85. Si en plus, c'est un angle à 60 degrés et en plus, il est vif, je prends cette valeur-là et je la corrige avec 0,5. D'accord? 0,35, etc. Les coudes assemblés. Donc là, contrairement à ce qu'on peut imaginer, que lorsque j'assemble deux coudes, je dois faire le cumul des pertes de charge. Théoriquement, on peut le dire. Avec les essais, la somme des pertes totales, c'est la perte des pertes singulières, perte des pertes régulières. Donc, je peux dire la même chose ici, que le perte du point A, le point A jusqu'à le point B, ça va être cette valeur, il y a la perte de charge dans un coude, plus la perte de charge dans un coude. Ça va faire deux fois. En fait, ça amène à dire que le xi global, ici, ça va être deux fois le xi d'un coude. Ce qui n'est pas vrai. Expérimentation, on trouve que ce n'est pas le cas. Généralement, il faut juste, au lieu de multiplier par 2, il faut multiplier par 1,4. Ça, on ne peut l'utiliser que lorsque j'ai une conduite comme ça, j'ai un premier coude, hein, j'ai un premier coude, et après j'ai une longueur. Monsieur, on n'entend rien. Si j'ai une configuration comme ça, c'est 1,4. Si j'ai une configuration comme ça, comment vous voyez quoi? Là, je fais comme ça, mais ça tourne. À deux deuxième coude, et là, une rotation de 90. Ça veut dire, je fais un écoulement comme ça, oui, je fais comme ça, puis je monte. C'est pas comme tout à l'heure, je fais comme ça, comme ça. Je le fais dans l'axe, l'autre plan. Je fais une coude comme ça, après je sors comme ça. C'est cette configuration-là. Si je le fais comme ça, à l'inverse, c'est-à-dire l'inverse de ça, c'est beaucoup plus grave, hein, ça donne 1,8. Mais dans tous les cas, j'arriverai jamais à deux fois. Donc, c'est heureusement que lorsque j'assemble directement deux accessoires, ça donne c'est inférieur à deux fois la valeur des deux accessoires. Je crois que vous avez compris, à moins que vous avez des questions. Hein, donc, pour ne pas trop tarder. Les branchements, là aussi, il y a beaucoup de cas. Hein, les branchements, les branchements, lorsque je veux traiter théoriquement la valeur, là, j'ai un problème avec les branchements. Je ne suis pas comme les autres cas. Les branchements, qu'est-ce que j'ai? J'ai contrôle. Le coude, j'ai une entrée et une sortie. Donc, je vais dire que delta H, la pression entre l'entrée et la sortie égale à delta H. Et je peux la mesurer avec de manomètre. Ici, je n'ai pas une entrée. Je peux avoir deux entrées et une sortie. Comme je peux avoir deux sorties, une entrée, etc. On peut avoir tout ce que vous voulez. Donc, là, par exemple, dans cet exemple, qu'est-ce que j'ai? J'ai une entrée et deux sorties. Donc, là, on va parler de deux paires de deux xi, en fait. Mais il n'y a pas un seul xi. Et ça, il faut faire attention. Là, j'ai un xi. J'ai plusieurs xi. J'ai le xi. Là, dans ce cas-là, on va l'appeler le xi direct. Là, j'ai un xi qui est courbé. Ça veut dire j'ai le xi qui va donner la perte de charge entre le point A ici et le point B ici. Donc, ça donne la valeur, une idée sur la perte de charge qui se trouve entre le point A et le point B. Je peux m'intéresser parfois à une autre installation. J'ai deux installations. Même j'ai une pompe.
J'ai un local, j'aspire un point, une bâche, et je refoule vers une autre bâche. Ça, c'est ce qu'on appelle une installation ordine standard, une entrée, une sortie. Mais si j'ai une installation qui est fait à deux autres, là j'ai deux installations. Et après, ce qui m'intéresse, on va calculer ce qu'on appelle l'HMT. L'HMT de la première installation, l'HMT. Donc là, j'ai un XI de la première installation et j'ai un XI de la deuxième installation. Donc là, il vous donne les doxys. Donc, les doxys, les valeurs que, maintenant, la valeur de KR. R, il y a rectiligne. C'est la valeur de la singularité lorsque vous vous êtes inséré à ce branchement-là. Donc, il est égal à. Donc, là, il vous donne KR et il vous donne KB. Le KR, coefficient relatif à la partie rectiligne, au KB, c'est le coefficient relatif à la partie branchement. C'est-à-dire, je branche la valeur. Donc, comment on calcule la perte le XI? Le XI, dans un premier temps, je vais dire, dans un premier temps, ce que j'ai ici. Donc là, je vais dire, en fait, j'ai un cas, je vais un petit peu diminuer. Je vais dire que, donc vous voyez, donc là, que la perte de charge, je le calcule en fonction de la vitesse. Il faut, ils n'ont pas donné, normalement, j'ai plusieurs vitesses, mais j'ai une seule vitesse. D'accord? Donc, on a été éliminé. Donc, là, c'est la vitesse du courant total. L'idée, c'est quoi? Pour ne pas perturber les gens avec trop de paramètres, on va quand même calculer un delta H qui est global en tenant compte d'une vitesse liée le courant global. Le courant global, il est où aussi? C'est la somme, c'est à l'entrée. Je peux le voir, la même configuration, mais au lieu de faire, je vais faire une entrée comme ça, je vais faire une entrée comme ça, une entrée comme ça, je vais avoir la sortie qui est ici. Et donc, le courant global va être où? Va être ici. Le courant global qui est ici. Donc, il faut calculer la vitesse. Le courant global, ça veut dire la plus grande vitesse. Le débit global, c'est le plus grand débit et donc la plus grande. Donc, vous allez calculer la plus grande vitesse des trois et vous allez dire que K, le delta H, c'est K fois V. Donc, on en parle d'IL. Donc, là, K, ça peut être soit un KB, soit un KR en fonction d'IL le branchement. Et là, vous avez les valeurs. Donc, en fonction d'IL le débit sur le débit total. En fonction de le débit qui va partir par rapport à cette proportion qui peut être 30%, 40%. Là, je fais un branchement. Le branchement, il va comprendre combien? Il va prendre le 1,5 de le débit ou bien le 1 tiers. Donc, si le 1,5, ça veut dire c'est 0,5. Le 1 tiers, ça veut dire à peu près 0,3, etc. Donc, pour chaque valeur, je vais avoir des coefficients KB. Donc, évidemment, les valeurs, ils changent lorsque je change la configuration. Donc, dans le branchement, ça dépend du type d'écoulement. Pour revenir à votre question tout à l'heure, en fonction d'elle, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'entre là, je sors? Je vais avoir. Je vais avoir un coude, par exemple, symétrique. Ça veut dire j'entre et je sors d'une manière symétrique. Et là, évidemment, je ne vais pas avoir un tableau qui va me donner le 0,3. Pourquoi? Parce qu'ils sont symétriques. Donc, la proportion, je peux la savoir. J'ai la même proportion ici que ici. Donc, je n'ai pas la peine de faire le rapport, etc. Donc, tout ça, vous l'avez dans le document. Après, on passe les vannes. Les vannes, j'ai un van à papillon. Un van à papillon. Je crois là, je vais expliquer ce que c'est le papillon. Donc, j'ai un cas en fonction d'elle. Dans les vannes,
il faut faire attention. Ça dépend de ce qu'on appelle l'angle d'ouverture. Là, vous pouvez passer de 0,5 ou la 0,25 jusqu'à 751. C'est énorme. J'ai la vanne qui est complètement fermée, c'est 70. C'est-à-dire j'ai l'opercule qui est proche de la fermeture. Dans le cas, je suis proche de l'ouverture. Donc, plus je m'approche à la fermeture, plus c'est. Et donc, ça veut dire qu'il ne faut jamais utiliser une vanne pour les naquets des gens qui le font dans une installation. Ils vont, si je fais un de le débit kbir, j'ai un grand débit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fermer le robinet. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, il croit que, il va réduire le débit, évidemment, mais bon, il est en train de perdre l'énergie. Et le perd 750 fois. J'ai un pourcentage très grand. Donc, il ne faut jamais, généralement, lorsqu'on fait une mauvaise étude d'une installation hydraulique, ça veut dire que je n'ai pas bien utilisé le perte-charge. Lorsque j'installe et je démarre le système, ça ne donne pas les débits prévus. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais profiter de l'existence d'une vanne pour réduire le débit. Qu'est-ce que je fais? L'énergie que j'ai créée, je suis en train de le tuer à la fin. Donc, normalement, il faut faire une bonne étude pour ne pas être obligé à utiliser une vanne demi-ouverte à une fermeture quelque part. Normalement, les vannes, on l'utilise complètement ouverte. On utilise une vanne que lorsque je vais fermer l'installation. Je ne l'utilise pas pour réduire. Pour réduire, ça peut être un dépannage pour une situation autre. Ce n'est pas pour un travail qui est permanent, quelque chose comme ça. Voilà, donc lorsque vous avez le clapet à bâton dont j'ai parlé tout à l'heure, en fonction de l'ouverture, on a les vannes à boisseau sphérique, donc c'est la vanne dans laquelle j'ai une sphère, dans laquelle j'ai un trou. Le robinet à opercule, donc qui monte, etc. Donc vous avez différentes valeurs. J'essaie de faire à peu près le résumé. Le résumé des principaux vannes et robinets qui existent, etc. Donc, on a le schéma des vannes. Donc, il y a d'autres types de vannes un peu spéciales. Vous avez même la courbe. Donc, je n'ai pas besoin de faire l'interpolation comme avant. J'ai même la courbe. J'ai le xi en fonction de la situation de la vanne. Voilà, coefficient de paire singulière, xi entrée d'influx, etc. On a donc un autre résumé. Donc, vous pouvez évidemment trouver quelques différences entre les valeurs qui sont là et ce qui est avant. Pour nous, pourquoi? Parce que ça dépend de plusieurs choses. Donc, pour nous, les pertes singulières, on va utiliser ce que vous avez ici en jaune. Ça veut dire quoi pour nous? Pour nous, ça veut dire dans un TD, dans un examen. Mais lorsque vous avez un projet, il faut faire l'effort. En détail, l'Internet, ou là, si je peux vous le donner, la valeur exacte de l'oxy pour avoir un résultat qui est crédible. Mais pour nous, dans un TD, on ne peut pas, ou là dans un examen, on ne peut pas passer 4 heures à estimer la valeur d'oxy. Vous allez vous appuyer sur ces valeurs qui sont par défaut. J'ai mis à peu près les valeurs qui sont moyennes. Ça veut dire dans un convergent, on va prendre 0,4. Dans une vanne ou un robinet, ça veut dire tout vanne compris, tout type compris, je prends 0,3. Dans un clapet normalement, il perd d'énergie. Pourquoi dans un clapet j'ai 1,2? Parce que dans un clapet, qu'est-ce que j'ai généralement? J'ai une conduite et j'ai quelque chose comme ça avec un ressort. Un ressort. Donc le fluide, il peut circuler parce qu'il va entraîner avec le ressort, mais dans ce sens-là, je ne peux pas parce que le ressort, il va être. Donc, pour provoquer un ressort, il faut une énergie qui est quand même. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai mis 1,2. Dans la crépine, c'est quoi? La crépine, lorsque j'aspire, j'ai une pompe qui va aspirer. J'ai une conduite qui va aspirer, je vais mettre une crépine. Ça veut dire que c'est comme un filtre
qui va empêcher l'entrée des éléments extérieurs. Ils vont entraver la fonction de la machine. Comme dans un web, par exemple, si je suis dans un web, il va y avoir de l'air, du chiffon, hein, des éléments qui vont entraver, encraser la conduite. Donc, je vais mettre un filtre pour ne pas les faire entrer. Le filtre, évidemment, il faut le mettre avec un clapet hein, pour réduire le problème, pour éviter le problème de retour du fluide. C'est ce qu'on appelle un clapet cripiné. Un clapet cripiné. Donc, on l'a cripine. C'est un. Le filtre, et le filtre, c'est qu'on a à l'extérieur, 2,8. Le coût, 0,23. La conduite à l'aspiration. Il y en a tout à l'heure. Ça veut dire je vais aspirer un petit diamètre dans un grand diamètre. C'est 0,5. Ça, c'est j'aspire via un petit diamètre, une installation, c'est-à-dire un grand diamètre. 0,5. Le refoulement, j'ai le contraire. J'ai un petit diamètre qui va diverser vers un grand diamètre. Je prends un. Mais de là, voilà, c'est un, c'est ça. Je prends un. Le T, tout à l'heure, linéaire, circulaire. Tout à l'heure, je vous ai dit que les branchements, donc, ça dépend de ADT à dos. ADT, vous prenez 0,4 dans le T12. C'est-à-dire, vous n'allez pas rentrer dans le détail KB et KR. C'est bon. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui concerne les pertes de charge. Dans la plateforme, alors je vous ai mis donc des abacs, tout ce qu'il faut, si vous voulez le détail. Hein, je vous ai mis un perte de charge, équilibre. Je vous ai mis, par exemple, un fichier Excel dans lequel vous pouvez calculer directement le calcul de la vitesse à partir. Donc, vous mettez un diamètre, vous pouvez le calculer manuellement. Lorsque vous avez le diamètre et vous avez le débit, la vitesse est égale, en disant Q est égal à V fois S. Là, vous allez avoir directement la formule à vos entrées. Le diamètre, il vous donne la vitesse. Et là, on calcule aussi l'inverse. On peut choisir un diamètre en fonction du débit et la vitesse. Généralement, les vitesses standards, c'est 1,5. Si vous voulez un fonctionnement optimal. Donc, vous allez choisir le diamètre. Évidemment, le diamètre, il faut faire attention. Il est standard. Vous ne pouvez pas choisir n'importe quel diamètre. Par exemple, le 510, lorsque vous voulez acheter le 510, ça n'existe pas dans la réalité. Dans la réalité, les diamètres sont standards. 1 pouce, 2 pouces, 3 pouces, 4 pouces. Ça veut dire, vous allez mettre 3 pouces, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, etc. Il n'y a pas ce que vous voulez comme diamètre. Et là, le fabricant ne va pas se casser la tête à fabriquer tout ce que le monde veut. On fabrique des choses comme standard et c'est au concepteur de s'aligner avec ce qui est dans la réalité. Le calcul du diamètre équivalent d'une ADA, ça c'est le cas d'une conduite circulaire. Ça, on utilise l'aérolique, on utilise la pneumatique, l'aérolique. Ça veut dire la ventilation de l'air, etc. On a besoin, dans les eaux, généralement, on n'utilise pas, à moins dans des cas spéciaux, dans l'eau chaude sanitaire, les chaudes, dans des cas spéciaux, on peut avoir des configurations, c'est-à-dire une conduite carrée ou rectangulaire. Ou là, cette forme-là. Ça veut dire, si vous avez, donc en fonction de A et B, maintenant, si j'ai un A est égal à 100, j'ai un B est égal à 100, parfois, on a besoin de connaître quel est l'équivalent d'une conduite. Hein, au lieu de travailler, si j'ai une conduite carrée, là, lorsque vous cherchez l'Internet, c'est assez difficile de trouver les lambda des conduites. C'est voire impossible. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans la réalité? Si vous avez une configuration spéciale, par exemple carré ou bien comme ça, on calcule le diamètre équivalent. Quelle est la conduite équivalente pour un diamètre, par exemple, ici j'ai une longueur de 100, ici j'ai une hauteur de 100, j'ai une conduite carrée, je vais chercher une conduite qui est circulaire équivalente. Donc, le diamètre équivalent, c'est ce que vous avez ici. Alors, vous avez ça, vous avez là, quelle est une formule normalement?
qu'il y a une formule, vous pouvez cliquer là, à l'intérieur de la formule, vous trouvez qu'il y a une formule qui vous donne mathématiquement la relation, pas dire mathématiquement, physiquement, la relation qui est pour passer d'un diamètre. Donc, un diamètre, c'est équivalent pour une grande au blanc. C'est l'aérolique. Hein, c'est l'aérolique. Ça, c'est, pour nous, on travaille l'eau. Hein, ça, si vous avez calcul divisé à partir d'une section rectangulaire, etc., avec un débit. Voilà. Donc là, vous pouvez avoir des fichiers pour vous, le laisser chez vous. Vous en aurez besoin certainement dans le futur. Dites-moi dans le ballon hydrophore. Donc là, c'est un exercice. Donc, protection, c'est inclus. Donc là, mais je crois c'est ici. Donc là, vous avez perte de charge, équilibrage et calculation, choix économique d'un diamètre, similitude, soit diamètre aérobique, c'est ça. Et là, vous pouvez, pour le choix, là, choisir diamètre économique. Non, là, c'est pas pour vous. Ouais, c'est pas pour vous. Donc, là, c'est un chapitre que j'utilise pas pour vous, c'est ce qu'on appelle un chapitre, c'est le calcul et mécanique, c'est les conduites que j'utilise pour le. Ah oui, c'est pour vous, oui. Donc là, vous avez, on calcule comment calculer l'épaisseur d'une conduite. Et là, après, on va passer à un chapitre, le calcul mécanique de conduite, c'est-à-dire on s'intéresse à calculer quelle est l'épaisseur de la conduite qu'il faut choisir et quel est le diamètre optimal qu'il faut choisir. Et là, dans une instance, je peux travailler avec le diamètre 100, je peux travailler avec le diamètre 200. Quelle est la différence? C'est de point de vue énergétique. Donc, comment choisir le cas optimal? C'est à travers qui vous donne directement le. Après, vous avez détermination, résumé. Ah, donc, je crois qu'il y a donc, calcul dimension. Donc, voilà. Je vais vous donner les notes de calcul qui vont vous permettre de calculer l'épaisseur d'une conduite, etc., en fonction du diamètre et en fonction de ce qu'on appelle la pression d'essai, la pression nominale. Ça se calcule. Vous avez un autre dans lequel, en fait, j'ai le fichier Excel, mais je vous donne, moi, les valeurs d'IL, comment calculer un antibilier. Les antibiliers, on va les voir dans le chapitre antibilier. Donc, vous allez. Ce n'est pas le moment de discuter de ça parce que vous n'avez pas perte. Et là, vous allez perdre de charge. Et là, on peut calculer, vous allez avoir une idée sur comment calculer à peu près les pertes de charge dans une conduite. Dans les TD, on utilise la BAC que je vous ai montré. La BAC. Dans les TD, dans l'examen, on va travailler principalement par cette BAC-là, celle-là. Mais dans la réalité, vous pouvez utiliser des valeurs qui sont précises à travers des fichiers Excel qui vous donnent à peu près, en fonction de le modèle, de vous donner à peu près les pertes de charge dans chaque situation. Voilà.
Donc, je m'excuse, j'ai arrêté la réunion par erreur. Donc, voilà, donc je vais partager. C'est déjà fait. Je vais enregistrer. Donc, j'enregistre. C'est déjà fait. Ah bon? D'accord. Donc, là, donc je suis en train de dire qu'une machine, c'est un système qui réalise un transfert d'énergie dans un milieu quelconque. Si c'est le milieu est fluide, on l'appelle machine hydraulique. Si le milieu est thermique, je l'appelle machine thermique. Si le milieu est électrique, je m'appelle machine électrique, comme les moteurs électriques, etc. Donc, pour comprendre les machines hydrauliques, je vais les partager en deux côtés. Donc, je vais essayer de voir à l'intérieur ce qu'il y a. Donc, je vais les classer en deux groupes. Dans un premier temps, je vais les classer en fonction de énergétique. C'est-à-dire, est-ce qu'elle donne de l'énergie ou là, elle absorbe de l'énergie. Donc, les machines qui donnent de l'énergie, ce sont les machines qu'on appelle les machines motrices. Les machines qui reçoivent de l'énergie, c'est ce qu'on appelle les machines réceptrices. Et un exemple d'une machine réceptrice, c'est comme une pompe. Donc, une pompe, c'est moi qui donne l'énergie à la pompe pour que cette énergie doit être transférée à l'eau, pour que l'eau monte de la position A à la position B. Oui, oui. J'ai rentré. Vous m'entendez, ceux qui sont à distance? Oui, monsieur. Très bien. Donc, Oui, monsieur. pour le comprendre, je vais faire deux classifications. Une classification entre guillemets énergétique et une classification sur le fonctionnement. On peut appeler fonctionnel. Donc, du point de vue énergétique, les machines se divisent en deux catégories de machines. Les machines réceptrices, les machines motrices. Les machines motrices comme les ventilateurs, les turbines, les vis. À chaque fois que les éoliens, par exemple, donc ils sont là pour extraire l'énergie du fluide. Les machines réceptrices, ça veut dire c'est moi moi qui dois donner l'énergie à cette machine pour le donner fluide. Et là, il faut faire parce qu'il y a une confusion entre la définition et parfois lorsqu'on attend maîtrise, ça veut dire motrice, ça veut dire le mot l'arbre de la machine et les moteurs. Ça veut dire c'est lui qui va vous faire donner de l'eau couple. C'est l'argent pour la mettre. Donc, on va dire il récupère de l'énergie. Machine axe réceptrice, machine réceptrice, il récupère. Non. Réceptrice, elle récupère de l'énergie. Ah, je m'excuse. Réceptrice, moi j'ai fait la même erreur. Il y a une erreur qui a une ambiguïté là-dessus. Donc, les machines réceptrices, elles donnent de l'énergie, elles ne récupèrent pas de l'énergie. Hein? Les machines réceptrices, elles récupèrent de l'énergie. Et pourquoi cela? On l'appelle comme ça parce qu'au départ, les gens ils ont eu l'habitude de les appeler motrices parce qu'ils sont moteurs. Maintenant, motrice, ils sont moteurs. Ça veut dire, d'habitude, dans nos têtes, on a quelque chose qui est moteur, c'est quelque chose qui donne de l'énergie. C'est la raison pour laquelle on les appelle par les machines motrices. Mais dans la réalité, elles récupèrent de l'énergie, contrairement aux machines réceptrices. Comme les motrices, comme les turbines hydrauliques, les turbines à gaz, les éoliennes. Les machines réceptrices, comme les pompes, les compresseurs, les ventilateurs. Du point de vue fonctionnel, si je vais les diviser, ces machines-là, évidemment, je trouve d'autres choses. Donc, il y a les machines volumétriques et les machines centrifuges. Oui. Oui. Là, machine réceptrice, là, vous voyez, récupère de l'énergie. Par définition, une machine réceptrice, ce n'est pas une machine qui reçoit de l'énergie. Là, oui, reçoit. Une machine réceptrice, c'est une machine qui donne de l'énergie. Ça veut dire quoi? Elle donne de l'énergie au fluide. C'est-à-dire, lorsque je vais dire donner ou recevoir, c'est vis-à-vis le fluide. Machine vis-à-vis l'extérieur. Évidemment, vis-à-vis l'extérieur, c'est le contraire. Dans la réalité, une machine, là, elle fait les deux. Elle reçoit de l'énergie, elle donne de l'énergie.
C'est ça les machines. Donc, point de vue fluide. Donc, une machine, évidemment, et par définition, il reçoit de l'énergie, il fait une conversion d'énergie pour vous donner une énergie sous une autre forme. C'est ça une machine. Donc, évidemment, la machine, elle reçoit de l'énergie, elle donne de l'énergie. Donc, une machine réceptrice, il reçoit de l'énergie, mais là, on est en train de voir du point de vue fluide. Le fluide, s'il donne de l'énergie au fluide, hein, c'est une machine qui est réceptrice. S'il reçoit l'énergie via le fluide, c'est une machine qui est motrice. Donc là, vous remarquez dans la définition, elle récupère l'énergie du fluide. Elle donne l'énergie au fluide. C'est ça là. Les machines, du point de vue fonctionnel, d'abord, comment ils fonctionnent les machines à votre avis? Maintenant, je prends la pompe. Quel est l'objectif de la pompe? C'est que je veux donner une énergie mécanique à une machine que je vais appeler pompe. Je donne comme objectif à ce système-là de cette énergie, le donner le fluide. Comment elle va faire cette machine à votre avis? Comment elle fonctionne la pompe? Je peux vous poser la question de deux manières. La machine, la pompe, il va permettre de donner l'énergie de fluide pour pouvoir transporter le fluide d'un niveau A à un niveau B. C'est ça. Qui peut faire ce travail-là? Par exemple, la pompe. On va installer une pompe, c'est une turbine. D'ailleurs, un exemple. Et si je vous pose la question, donc oublions la pompe, et je vous pose la question. En tant que personne, c'est vous la machine, je vous demande de transporter un fluide d'un point A à un point B. Là, ça peut être un transport en hauteur, ça peut être un transport en longueur. Je mets deux feuilles ici, je vous demande comment vous pouvez transporter cette eau-là. Qu'est-ce que vous allez faire? Aspiration. Aspiration, c'est la pompe qui le fait. Elle est aspiration. Là, j'ai dit, je vais aspirer le fluide. Une des méthodes que vous allez faire d'une manière intuitive, c'est prendre une partie, un volume, prendre un volume d'eau et le transporter jusqu'à l'arrivée. Vous êtes en train de faire le fonctionnement volumétrique. C'est-à-dire vous prenez volume par volume. C'est les machines volumétriques. Le travail, du point de vue industriel, on le réserve, on le fait, mais pour les fluides qui est très visqueux, comme le miel, comme la colle, comme la pâte à fromage, tout ça, dans l'industrie, comment on le fait transporter, c'est grâce aux machines volumétriques qui travaillent par volume par volume. Par exemple, les seringues. La seringue, qu'est-ce qu'il fait? Il aspire, ça veut dire il prend un volume, il injecte, il le prend, mais du point de vue technologique, on va le mettre d'une manière plus intelligente. Je vais en faire un moteur, je vais aspirer, refouler. Par exemple, là, je prends une machine, une seringue, là, j'ai un piston, je vais faire ici un clapet, un aspiration et un refoulement. Donc, lorsque je tire le piston, je vais aspirer. Lorsque je pousse le piston, je vais refouler. C'est comme ça que je peux réaliser le transport de l'eau. Évidemment, il faut, pour avoir, il n'y a pas une différence, pour avoir la différence entre aspiration et refoulement, je dois mettre ici un clapet. Comme ça, il va s'ouvrir. Lorsque je vais avoir un clapet dans le sens contraire. Comme ça, lorsque je tire, ce clapet-là, il va s'ouvrir, donc j'aspire. Lorsque je pousse, évidemment, lorsque j'attire, celui-là, il va se fermer. Je ne peux pas faire l'aspiration, je vais faire l'aspiration ici. Lorsque je pousse, celui-là, il va se fermer et celui-là va s'ouvrir. Donc là, je vais avoir le refoulement. Donc, c'est un exemple de machine hydraulique qu'on appelle machine volumétrique. Ce sont les machines à piston. Alors, enfin, c'est les plus utilisés. Un donne des avantages, les grandes pressions, un donne des inconvénients, d'autres inconvénients.
Il y a d'autres types de machines, telles que un piston, qui est les machines, les machines à piston, qui est les machines à vis. Ça veut dire une vis d'Archimède qui va transporter le fluide. Il y a les machines à engrenage. Ça veut dire j'ai un pignon avec des engrenages. Hein, je vais faire donc deux pignons qui vont s'engrainer entre eux, hein, avec ces pignons-là. Et lorsque je les fais tourner, donc le fluide il va être transporté. Il va être transporté. Je dois faire un bon dessin. Donc, j'ai deux pignons, j'ai deux engrenages. Donc, on a les pignons. Donc, j'ai les pignons, j'ai les pignons. J'ai la conduite qui est comme ça. Donc, là, normalement, là, j'ai l'aspiration. Là, je vais avoir l'aspiration. Hein? Donc, là, je vais avoir, voilà. Là, je vais avoir l'aspiration. Ici, ça dépend. Si je tourne comme ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fluide, il va transporter dans ce sens-là. Donc, ça va y avoir aspiration, refoulement. Si je tourne dans l'autre sens, je vais changer l'autre. Donc, on a pourquoi c'est transporté? Parce que le fluide, la conduite, il est comme ça. Ça veut dire le fluide, il est obligé de passer à travers le volume qui est à l'intérieur des encoches. Et donc, je suis en train de transporter volume par volume. Il y a une autre méthode de faire. Donc ça c'est la première méthode, c'est la méthode volumétrique. Il y a une autre méthode si je veux transporter un fluide. Qu'est-ce que je vais faire? Il y a ce qu'on appelle les machines centrifuges. Centrifuge, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est la force centrifuge. La force centrifuge, c'est quoi par définition la force centrifuge? Ça veut dire j'ai un fluide, j'ai un solide qui tourne autour d'un point. J'ai un solide qui tourne autour d'un point. Donc, il fait une rotation. Donc, lorsqu'il tourne, automatiquement sur le solide, il va s'exercer une force. Une force qu'on appelle FC, qui est FC, force centrifuge, qui est égale. Elle est en relation avec R, le rayon de rotation, fois oméga au carré. C'est ce qu'on appelle la force centrifugation. Si vous êtes dans un autobus, les personnes qui sont à l'intérieur, lorsque l'autobus il va faire une rotation, tout le monde il va aller à l'extérieur de la trajectoire. Tout le monde, il a exercé une force qui a tendance de le faire extraire de la trajectoire. C'est la même force qui s'exerce sur le système solaire, la Terre, la Lune. L'équilibre du système solaire, elle est par cette force-là. Cette force de centrifugation, par exemple, et la force de gravitation. Il y a une force de gravitation, c'est-à-dire entre deux solides qui ont une masse, il y a une force qui vont les faire. Mais qui empêche la Terre et la Lune de c'est la force centrifuge. C'est ce qu'on va utiliser pour pomper l'eau. Je veux dire, j'ai un réservoir dans lequel j'ai un fluide. Je ne sais pas, là, j'ai ma pratique. J'ai un fluide. Qu'est-ce que je veux faire? Les particules fluides qui sont à l'intérieur, au lieu de les prendre volume par volume, parce que pour les fluides qui ne sont pas visqueux, ça ne donne pas un bon rendement. C'est un mauvais rendement à la méthode. Donc, il y a une autre technologie, c'est la force centrifuge. Ça veut dire que je vais faire tourner des particules. Une fois que je le fais tourner, donc, automatiquement, toutes les particules, il va y avoir une force centrifuge qui va être exercée sur la particule. Et c'est cette force centrifuge qui va les faire transporter. Donc, les faire tourner, qu'est-ce que je vais faire pour faire tourner un fluide? Je ne veux rien dire. Je vais prendre ma main et je vais entrer dans le seau. Au lieu de prendre volume par volume, je vais faire comme ça, je vais faire tourner. À un certain moment,
qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir ici le fluide à l'intérieur qui va tourner et toutes les particules, ils vont tourner. Hein, toutes les particules, ils vont tourner. Et donc, automatiquement, dans chaque particule, il va. Ah, voilà. Donc, automatiquement, sur cette force, il va s'exercer une force FC qui est égale quoi? Est égale le rayon de rotation, ça dépend comment j'ai fait la rotation, j'ai fait un petit mouvement, un grand mouvement, un petit malaxeur, un grand malaxeur. Plus le malaxeur il est grand, plus la rotation il est grande. Donc, je vais avoir, en fonction du rayon, fois la vitesse de rotation. Il suffit juste de faire un trou. À votre avis, si j'ai un trou, là, qu'est-ce qui va se passer? Si je fais un trou, je fais tourner, qu'est-ce qui va se passer? Cette force centrifuge, le fluide, il y a une force centrifuge sur le fluide. Donc, le fluide, il va s'échapper. Donc, le fluide, il va s'échapper. Et donc, si je ménage une conduite comme ça, le fluide, il va monter en haut. Vous pouvez faire l'expérience. Hein? Vous pouvez prendre un seau. Hein? Vous pouvez prendre un seau. Au lieu de faire volume par volume, vous entrez votre main, vous faites bouger, vous faites un trou avec une conduite, vous allez voir que le fluide, il va monter. Évidemment, il va monter en fonction de la force que vous allez donner. Donc, c'est ce qu'on appelle la force centrifuge. Les machines travaillent comme ça. Voilà, il y a une grande différence entre l'effet volumétrique et l'effet centrifuge. Et là, la force, c'est-à-dire l'énergie que je vais donner le fluide, il va être principalement en relation avec le rayon et la vitesse de rotation. Par contre, dans les machines à piston, et là, évidemment, la machine à piston, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un système bielle-manivelle que je vais faire tourner, un bielle-manivelle. Donc, le bielle-manivelle, je tourne, le piston il va faire un mouvement de va-et-vient. La pression que je vais générer via les pompes volumétriques, ou bien le débit que je vais générer via les pompes volumétriques, ne dépend pas. Bon, on va dire pas. Là, on va obliger. La pression qui va être générée ne va pas dépendre de la vitesse de rotation. Ici, dans ce cas-là, par contre, dans le cas des machines, il va fortement dépendre de la vitesse de rotation. C'est la raison pour laquelle les machines, on les appelle parfois les génératrices de débit. On ne les appelle pas une machine, en fait, il génère un débit, il génère une pression. Une machine pompe, lorsque vous le faites fonctionner, il vous donne à la sortie, il vous donne un débit, il vous donne une pression. C'est ça, les principaux paramètres sur lesquels on s'appuie pour calculer la puissance de la machine. P fois Q. Comme l'exercice I fois U. Donc, c'est P fois Q. Mais, il ne donne pas de la pression. Il donne juste le débit parce que c'est volume par le volume. La pression, elle est générée parce que je suis en train de presser le fluide dans une chambre fermée. Je vais injecter le fluide dans une chambre fermée, automatiquement, la pression, elle va augmenter. Elle va augmenter la machine par l'effet de rotation ou l'effet, c'est-à-dire la technologie de la machine. Non, elle va augmenter parce que je suis en train de comprimer un fluide dans un réservoir. Hein? Par contre, l'autre, il va générer automatiquement à la sortie une pression. J'aime la rotation. Et ça, c'est la grande différence entre les machines centrifuges et la machine. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a aucune relation entre le domaine industriel et le domaine volumétrique. Les barrages n'ont rien à voir avec les chariots élévateurs. C'est une autre technologie. Vous pouvez travailler 30 ans, 40 ans, pour l'irrigation, mais l'industrie, il faut refaire. Les formules physiques, c'est la même chose. Pascal, Bernoulli, tout ça, mais il faut l'appliquer pour le comprendre. Pour le comprendre, le domaine, les quatre faits, n'a rien à voir avec. Pourquoi? L'équipement. L'équipement, les chariots élévateurs, les pompes, c'est autre chose. Donc, le fonctionnement des machines centrifuges n'a rien à voir avec les machines, vous voulez dire, volumétriques.
Parce que je prends le piston maintenant. Cette vitesse, évidemment, il y a une rotation. Cette rotation, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire un déplacement. Donc, il va pousser un débit. C'est tout ce qu'il va faire. Ça veut dire, si vous avez mettre juste des machines, on ne les met pas pour transporter le fluide. C'est pour l'effet énergétique. Donc, supposons que je le mets pour l'effet transport. C'est-à-dire, je transporte un fluide dans une base supérieure. Qu'est-ce qui va faire transporter les fluides? Si je le fais de pousser volume par volume, je ne génère pas une pression. La pression ne va pas être générée. Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à la sortie ici, je ne vais pas avoir une pression qui est différente de zéro relatif à une atmosphère. Ça ne va pas être différent. Je vais générer un débit. Par contre, pour les machines centrifuges qui sont comme ça, qu'est-ce que j'ai? À l'entrée, l'aspiration, et à la sortie, j'ai le refoulement. Qu'est-ce que je fais? Je prends la particule fluide qui va entrer à l'intérieur de la turbine. Qu'est-ce qu'il va subir? Il va subir une rotation. Une rotation pendant un tour, le 2 tours, le 3 tours, ça dépend d'elle. Et à la fin, il va être mis ici. Avec quoi? Avec une force centrifuge qui va être égale à R oméga. Et c'est cette force centrifuge. Donc, à la sortie, je vais avoir une pression, par exemple, de 10 bars. À la sortie de la machine, je vais avoir 10 bars. Évidemment, je vais avoir un débit. Mais je vais avoir l'énergie que je vais avoir à la sortie de la machine. Et normalement, on a dit l'énergie, il est sous forme de quoi? De pression, de Z et de V carré. Dans ce cas, il va être sous forme de pression et de vitesse. On va négliger le Z. Le Z, c'est juste un petit peu quelque chose ici. Ça n'a rien à voir avec les 30 mètres, 40 mètres. Donc, principalement, l'énergie que la pompe centrifuge va communiquer au fluide, ça va être sous forme de pression et sous forme de vitesse. Principalement vitesse. La vitesse, voilà qu'il y a de la vitesse qui est liée en fait dans le sens énergétique, c'est-à-dire pression. C'est une vitesse qui est énergétique. L'autre technique, il ne donne pas le fluide, il le donne sous forme de débit. Ça veut dire un débit qui est une vitesse, évidemment, il circule, j'ai un écoulement qui va circuler, mais je vais avoir un fluide qui n'a pas de pression. Et malgré ça, c'est la raison pour laquelle on a dit, en plus de, mais ça, on va le dire lorsqu'on arrive les pompes centrifuges. Voilà la différence qui existe entre les pompes centrifuges et les pompes volumétriques. Donc, les pompes volumétriques, qu'on appelle les pompes volumétriques, ils opèrent par variation de volume, comme les pompes à piston. Les pompes centrifuges. Mais théoriquement, on ne peut pas les appeler pompes centrifuges, on l'appelle, avec les machines centrifuges, on l'appelle les turbomachines. Mais dans la réalité, on utilise le mot machine centrifuge. Parce qu'il y a quelques exemples de machines, des turbomachines qui ne sont pas centrifuges. Ce qu'on va faire, les pompes à hélice et les ventilateurs. Ils vont juste travailler pour générer le débit. Peut-être on va les voir. Donc, si vous voulez, vous pouvez les appeler les machines centrifuges sans problème, parce que tout le monde l'appelle comme ça. Mais tout le monde ne sait que rares qui savent qu'il y a quelques exemples de turbomachines qui ne sont pas centrifuges. Mais pour nous, si vous voulez, on peut les appeler centrifuges. Donc, les machines centrifuges, elles travaillent par effet dynamique d'un élément à l'intérieur qu'on appelle le solide, là, le rotor. Voilà la machine. J'ai à l'entrée, à la sortie, j'ai une vitesse, une pression, à la sortie, j'ai une pression, une vitesse et une PS. C'est une température. Et on va être global ou la générale pour traiter même les machines qui sont, les fluides qui sont compressibles. L'énergie que je vais donner le fluide, il peut être converti, au lieu de le convertir en énergie hydraulique, il peut m'échapper, être converti en énergie thermique. L'air, lorsque je l'injecte, dans un premier temps, il va se comprimer et va être converti en énergie thermique.
il va s'échauffer. Donc, le bilan global, généralement, on parle de l'enthalpie. Hein. On parle de l'enthalpie. L'enthalpie, ça veut dire qu'on va tenir compte de l'énergie fluide et de l'énergie thermique. Mais si on néglige l'effet thermique, on va parler juste de l'effet pression. Alors, donc, et ça reste valable pour les fluides incompressibles. Et dans le hydraulique, on travaille avec les fluides incompressibles. Même en pneumatique, on travaille avec l'air qui est compressible, mais on travaille avec l'air dont des conditions qui ne se compriment pas. Et là, quand il se comprime, j'essaie de corriger, de le refroidir, etc. Ça ne m'intéresse pas en pneumatique que le fluide s'échauffe. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de travailler dans des conditions d'incompressibilité. Alors, un fluide incompressible, c'est comme l'eau, comme les huiles et comme l'air. L'air, lorsqu'il est à faible vitesse, il peut être considéré comme un fluide qui est incompressible. Alors, on parle d'une pression. La pression, c'est quoi? Il y a plusieurs types de pression. Quelle est la pression qu'on connaît, que vous connaissez, l'EIA, physiquement, c'est la force sur la surface. Ça, c'est la pression absolue. Hein? La pression qu'on connaît et qu'on définit en physique et qu'on ne va pas utiliser, nous, en hydraulique, c'est la pression absolue. Par définition, une pression, c'est quoi? C'est la pression, c'est par définition la force sur la section. Ça donne ce qu'on appelle une pression qui est absolue. La force par section, son unité, c'est quoi? C'est le pascal. Hein? Et un pascal est égal à 10 à la puissance 5 newtons par mètre carré. En hydraulique, ça, c'est ce qu'on appelle la pression absolue. La plage, physiquement, une pression absolue, elle commence commence de quelle valeur jusqu'à quelle valeur? La pression absolue. La valeur d'elle là, on peut dire 3 bars, 4 bars, jusqu'à quelle valeur? Jusqu'à les grandes pressions, mais en bas. On est arrêté jusqu'à quelle valeur? Est-ce qu'on peut avoir un bar? 0,5 bar. Absolu. Oui. Donc, on s'arrête à 0. La pression absolue commence à 0. Physiquement, il n'y a pas de pression négative. Hydrauliquement, il y a une pression négative. On va expliquer c'est quoi. Physiquement, toutes les pressions sont 0 et plus. Mais, entre le 0, je m'intéresse plutôt à une pression qui est... Donc, je vais le faire en vertical. Ça, c'est l'infini. Ça, c'est l'axe de pression. Donc, je commence par les 0 et j'ai le 1. 1. Entre 0 et 1 bar, c'est quoi? Une pression de 0,5 bar, ça correspond à quoi? Ça correspond à quoi? Voilà, pour comprendre. Dans cette chambre, dans cette salle-là, on est à quelle pression? 1 atmosphère. Hein? 1 atmosphère, ouais, 1 atmosphère. Ça veut dire, sur moi, il s'exerce une pression est égale à 1 atmosphère. Ou 1 atmosphère, c'est égal à combien? Hein? ما سمعتش. دابا لا خليها حتى نقول لاكس ماشي لاكس ديال سي با لاكس ديال بيزوميتريك سي لاكس ماتhématique من 0 à l'infini. Vas-y, c'est autre chose. On arrivera, on discutera peut-être. Je suis en train de parler de la pression. On est à l'atmosphère. Que je sois à le niveau. Évidemment, la pression atmosphérique augmente avec l'altitude. On parle P est égal à P0 l'atmosphère plus ρ GH. Mais le ρ de l'air, à quoi est égal? C'est très, très, très faible. Ça veut dire que tu ne peux avoir un ajout de pression pour une hauteur de 1 mètre. Que je suis dans le plafond de la salle, qu'est-ce que j'ai? 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres. C'est rien de point de vue pression. C'est quelques millipascales. Parce que là, j'ai 10 moins 3. La masse volumique, ça donne 10 moins 3. Ça donne pas. Je ne peux avoir une différence qui n'est pas que dans l'eau. Dans l'eau, on a une masse volumique de 10 à la puissance 3. On a dit une pression faible. Dans l'air, presque on n'en parle jamais. Il a la lune,
pour les grandes hauteurs, 20 km, 30 km, même pas, c'est plus que 20 km, c'est les grandes que je peux sentir une différence de pression. Mais là, je parle de ici. Je suis à une atmosphère. Donc, tout le monde, la réalité, on est à une pression atmosphérique. Si je veux mesurer cette pression-là, si je le mesure à travers un manomètre ou à travers une conduite. Donc, je le mesure toujours. Je ne peux pas. Là, le zéro, j'ai le vide. Le zéro, c'est le. Je n'ai pas le moyen pour mesurer par rapport au vide. Le vide n'existe pas. Donc, je suis obligé de mesurer par rapport à quelque chose. L'atmosphère. Lorsque j'utilise un manomètre, j'ai une conduite, par exemple. Que ça soit mettre une colonne d'eau ou bien mettre un manomètre, je mesure par rapport à cette valeur atmosphère. Donc, au lieu de dire à chaque fois la pression est égale, Roger A plus, on néglige, on va dire, on va se mettre d'accord que la pression atmosphérique, elle est nulle. On va l'appeler la pression relative. Ça veut dire, nous, absolument, on est dans une atmosphère, mais relativement, on est sous une pression de 0 bar. Parce qu'une atmosphère, vous savez comment il est. Une atmosphère, c'est 10 à la puissance 5 quoi newtons sur une surface de 1 mètre carré. Alors, newton, ça veut dire c'est égal à 10 à la puissance 4 kilos sur 1 mètre carré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est 10 tonnes. Ça veut dire la pression que l'atmosphère exerce sur les surfaces, c'est quoi? C'est 10 tonnes sur combien? Sur 1 mètre carré. Ça veut dire cette table-là sur laquelle je suis, elle a à peu près une surface de 1 mètre sur 2 mètres, ça donne 2 mètres. Donc la pression que la surface exerce sur cette table-là, c'est 10 tonnes. Et pourquoi la table supporte 10 tonnes? 10 tonnes, là, c'est gros. Même vous, sur votre tête, vous supportez, on suppose, 0,1 mètre carré, vous supportez 1 tonne. Sur votre tête, vous êtes en train de soulever une charge de 1 tonne. Mais pourquoi vous ne la ressentez pas? Pourquoi la table ne ressent pas cette pression? Parce que de ce côté-là, j'ai 10 tonnes et de l'autre côté, j'ai 20 atmosphères. Je ne peux avoir. J'ai un système qui est hermétique. Ça veut dire que j'ai un système fermé. C'est ce qu'on va faire pour la pompe. La pompe, elle est fermée. Elle est étanche. Lorsqu'il exerce, il ne peut aspirer que l'extérieur, il est hermétique. D'accord? Donc, là, pour revenir, l'idée, c'est quoi? C'est qu'il y a une pression absolue, il y a une pression relative, et il y a ce qu'on appelle une pression totale. La pression absolue, c'est la physique. Dans ce cours-là, on n'en utilise jamais, à moins qu'une question quelque part, la pression est égale à 1 atmosphère, mais il faut la convertir en relative. Donc, la formule, c'est que si je suis à 0 absolu, à 0 relatif, je suis à 1 absolu. Donc, la formule, c'est que la pression relative égale combien? On peut calculer. Donc, la pression absolue égale combien en relatif? Est égal à la pression relative plus 1. C'est-à-dire la formule dont vous devez, pour ne pas à chaque fois me poser la question, est-ce que c'est relatif ou là absolu? Donc, la pression absolue est égale la pression relative plus 1 bar. Donc, si je vous demande quelle est la pression absolue de la salle, est égale 1. Si je vous demande quelle est la pression relative de la salle, c'est 0. C'est la même chose. Hein? Et parfois, là, on est drôle qu'on préfère parler relatif parce que à chaque fois que je mesure en relatif. Le manomètre que je vais mettre ici, si vous connaissez comment le manomètre il fonctionne, comment il fonctionne le manomètre? Le manomètre, il fonctionne, le fonctionnement d'un manomètre, comment il est? Qu'est-ce que j'ai? J'ai la conduite, j'ai un manomètre comme ça, j'ai ici l'entrée de manomètre, et dans le manomètre, j'ai ce qu'on appelle une membrane. Je vais raccorder le manomètre avec la conduite. Je raccorde le manomètre avec la conduite. Dans la conduite, il y a une pression.
La pression, elle va agir. Contrairement à ce qu'on peut penser que lorsque je mets un manomètre, généralement dans le mètre, il y a un fluide. Vous le voyez. Avec le fluide qu'il y a dans le manomètre. Dans le manomètre, il y a à l'intérieur un fluide. Ça n'a rien à voir avec le fluide comme usuel. Ça, c'est une autre chose. Dans le manomètre, il y a une membrane qui rend la chose étanche. Donc, la pression, elle va exercer une force. Et donc, la membrane, il va courber, il va faire une courbe. La courbe, j'ai un secteur qui est denté avec des engrenages. Lorsqu'il va courber, il va faire tourner l'aiguille. Soit dans ce sens, soit dans ce sens. Et je mesure une pression. Évidemment, il y a un fluide à l'intérieur ici. Ça, c'est pour des problèmes. C'est un fluide amortisseur. Pour amortir les vibrations de l'aiguille. C'est une huile qu'on va mettre à l'intérieur pour empêcher le va-et-vient de l'aiguille. Donc, la pression absolue, la pression relative, on l'a définie, elle reste la pression totale. La pression totale, c'est la pression d'arrêt ou la pression totale. La pression totale, par définition, c'est la pression plus l'énergie cinétique. Parfois, les formules de Bernoulli, au lieu de dire Z plus P plus V carré sur du G, on va dire, pourquoi se casser la tête? On va dire le P plus V carré sur du G, on va l'appeler une pression. Ça va être la pression totale. C'est la pression totale. C'est-à-dire Bernoulli, au lieu de dire P plus Z plus V carré sur G, on va dire juste Z plus la pression totale. Donc Z plus la pression totale est égal Z plus la pression totale plus une constante. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait la pression totale? Parce que c'est la pression que je mesure dans la totalité par un capteur de pression lorsque la vitesse elle est nulle. Une aile d'avion, j'ai une aile d'avion. Un avion qui attaque avec une aile d'avion. Donc, j'ai une aile d'avion comme ça. J'ai un avion et j'ai les ailes d'avion. Donc, on a l'air qui va frapper l'aile d'avion. Au départ, qu'est-ce qu'il a? Il a une pression. Dans l'atmosphère, je peux avoir 1,5, 1,02 compression atmosphérique. Là, je suis à 10 km, etc. Ça dépend de la température, ça dépend de beaucoup de choses. Et ça dépend aussi de la vitesse. Donc, finalement, j'ai une énergie qui est égale à P plus V carré sur 2G. Comment je peux mesurer? Lorsque la particule de l'air, elle frappe l'aile d'avion, l'aile d'avion, elle va rencontrer, quelle est l'énergie qui va être donnée à cet éleveur? Parce que à cet instant-là, je vais avoir une vitesse qui est égale 0. Le fluide, il est en arrêt. C'est la raison pour laquelle on l'appelle la pression d'arrêt. C'est la pression d'arrêt. Ça veut dire la pression totale lorsque le fluide il est en arrêt. Dans ce cas-là, la totalité de l'énergie, elle va être convertie en une pression qu'on va appeler pression totale, qui va être égale. Donc la pression totale ici, ça va être la pression relative, une AGV est égale à 0. Mais ici, non. Ici, je vais avoir quand même la pression totale est différente de la pression qu'on connaît, il y a relative à l'absolu. Il y a une différence de V au carré sur 2G, et donc vous allez avoir la pression totale et la pression totale. Donc la différence d'énergie, je vais plutôt faire la différence de la pression totale et d'énergie. Voilà, en général, si la pression totale augmente, alors que V reste constante, l'augmentation d'énergie, on va l'avoir sous forme de pression. C'est normal. Hein? Et là, en général, l'énergie que je donne à la machine, il a qu'à dire, si j'ai la même section, ça veut dire la même vitesse à l'entrée et à la sortie, ça veut dire que je ne vais pas avoir une différence de point de vue vitesse. Et donc, l'augmentation, ça va être sous forme d'augmentation l'augmentation de pression. Donc, je crois, je suis vers la fin du cours. Donc, ce qu'on va voir après, c'est que il y a les machines à piston qu'on a vues, hein, donc aspiration, refoulement. Donc, j'ai une bielle manivelle qui tourne et qui va donner aspiration, refoulement. Et je génère un débit. Donc, on l'appelle le piston, le liquide, etc. Les machines, généralement, ils tournent autour d'elles 100 à 400 bars comme pression, comme performance hydraulique. Et ils sont généralement faits pour les faibles débits. Après,
pour améliorer le comportement de ces machines, je vais concevoir ce qu'on appelle les machines tournantes. C'est quoi les machines tournantes? Ça veut dire que je ne vais pas avoir un seul piston, mais je vais avoir plutôt ce que vous voyez ici, c'est ça. Ça, c'est un piston, un deuxième piston, un troisième piston, un quatrième piston, etc. Et là, lorsque j'ai un piston, je vais faire aspiration, refoulement. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir des problèmes de vibration, les à-coups. Je vais avoir un problème de fluctuation de débit. Le débit ne va pas être continu. Donc, le débit il va varier. Ce sont des problèmes. Donc, pour les éviter, qu'est-ce qu'on va faire? Au lieu de mettre un seul piston, je vais mettre 8 pistons, mais qui vont être en harmonie. Lorsque celui-là, il aspire, celui-là, il va refouler. Le milieu va être dans une position intermédiaire, etc. Je vais les écarter, comme on appelle la propagation des ondes, que vous connaissez, donc une onde. Donc, on va les décaler, les déphaser, avec un déphasage 1/8, de telle sorte que tout le monde, il va donner un débit qui est régulier. Donc, au lieu d'avoir la courbe du débit qui va être comme ça, je vais avoir une sommation de débit. La première pompe, il donne comme ça. La deuxième pompe, il donne comme ça. La troisième pompe, il va faire comme ça. La quatrième, comme ça. La cinquième, la huitième. À la fin, la somme, ça va être régulier. Donc, je vais avoir je vais remédier le problème de vibration. Je vais résoudre le problème de régularité de débit. Comment on va faire ça? Technologiquement, comment on va le faire? Je vais prendre je vais prendre un plateau comme ça, c'est un plateau, dans lequel je vais ménager une rainure. C'est quoi une rainure? Je suis comme un papier, je vais ménager une rainure circulaire. Et dans la rainure, je vais mettre une relation rotule, c'est-à-dire une bielle manivelle. C'est-à-dire, lorsque le plateau il tourne, il peut être resté dans sa position fixe. Je peux faire tourner le plateau, mais là, le plateau il est incliné. Ça veut dire quoi? Le plateau, lorsqu'il est incliné, lorsqu'il tourne, parfois il va être, et dans un demi-mètre, il va être comme ça. Un plateau qui est incliné. Lorsque le plateau il est vertical, lorsque vous le faites tourner, il va toujours être vertical. Mais lorsqu'il est incliné, parfois il va être comme ça, dans un demi-tour, il va être comme ça. Ça veut dire parfois comme ça, parfois comme ça. Hein? Le plateau, lorsqu'il tourne, un demi-tour, il va être comme ça. Évidemment, il va y avoir là, je le promène le milieu, ou je le fais tourner. Qu'est-ce qu'il va faire? Ça veut dire que parfois, elle va être comme ça. Donc, parfois, elle va être comme ça. Alors, là, j'ai l'arbre. Maintenant, là, je vais avoir les pistons. Je vais ménager des pistons qui vont entrer et sortir en fonction de la position du plateau. Il y a des pistons qui vont être le fond et d'autres pistons qui vont être en arrière. Évidemment, les autres qui sont au milieu, ils vont prendre une position intermédiaire. Et donc, de telle sorte que je vais réaliser cette harmonie grâce à cette configuration. Donc, je vais avoir que si ce plateau il est Flomax, celui-là va être le min. Celui-là va être la position 0. Ces deux vont être un quart. Ces deux-là, ils vont être 3/4. De telle sorte que. Et donc, je vais tourner. Donc, l'avantage de ces machines, premièrement, ce qu'on appelle les machines tournantes, en gros, les machines rotatives, je vais remédier le problème de vibration, je vais corriger le problème des régularités de débit, je vais avoir un autre avantage, c'est ce qu'on appelle un débit variable. La machine de tout à l'heure, le débit, il n'est pas variable, il est constant, parce que le débit, il va être égal. Combien le débit par définition? C'est la quantité refoulée par unité de temps. Donc, il va être égal, ce volume-là à l'intérieur, divisé fois le nombre de rotations. Dans une seconde, je vais faire n rotations. Là, la dit n, il est en tour par seconde. Mais la dit n par minute, je vais dire que dans une minute, je vais faire n rotations. Et donc, n va et vient. Et donc, dans une minute, je vais refouler n fois le volume qui est à l'intérieur. Et donc, le débit va être égal à n fois la valeur. Mais il va être fixe. Vous ne pouvez pas, à moins que vous changiez la vitesse de rotation. Et là, non. Et là, je peux, au lieu
en gardant la même hydratation, le débit, il est à quoi est égal? Le débit est égal. Le débit refoulé fois 8 fois la course. La course, elle a dit que tout à l'heure, on avait une course de là jusqu'au là, ce qu'on appelle la course. Et là, j'ai une course qui peut être variable en agissant sur l'angle d'inclinaison. Plus l'inclinaison il augmente, plus la course il va augmenter. Plus l'inclinaison elle est, plus je suis dans la verticale, si je suis vertical, je tourne. Est-ce que je vais avoir une course? Lorsque le plateau il est vertical, il va tourner. Est-ce que je vais avoir une course? Hein? Ceux qui sont à distance, est-ce qu'il va y avoir une course? Hein? Non. Non, parce que si le plateau il est vertical, hein, je ne peux pas avoir un mouvement de va-et-vient ici. Et donc, je vais avoir un débit qui est égal à 0. Donc, je peux avoir, en changeant l'inclinaison du plateau, dont la réalité sont conçues avec un réglage d'inclinaison, je peux réussir à avoir un débit nul. Parfois, je veux avoir un débit nul. Parfois, je veux augmenter le débit. Par quoi? Par exemple, lorsque on a les machines volumétriques, ils vont fonctionner avec des vérins. Des vérins, par exemple, pour soulever une charge. La vitesse avec laquelle je soulève la charge est égale V fois S. Le Q est égal à V fois S. Donc, cette vitesse-là, elle dépend du débit que j'injecte dans le vérin. Donc, si la charge est égale à 20 tonnes, je soulève la charge avec 20 tonnes. Avec une vitesse donnée, je m'excuse. Je soulève 20 tonnes avec une vitesse donnée. Mais lorsque je veux descendre la charge, je ne peux pas la descendre avec la vitesse comme la vitesse de montée. Je dois le descendre doucement. Donc, je dois avoir une machine qui me donne une débit qui est variable pour pouvoir contrôler cette vitesse de levage. Donc, c'est un avantage, avoir une machine avec une vitesse variable. Voilà. Voilà leur configuration. Donc, je crois on a passé 2 heures. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Sinon, donc, est-ce que vous avez des questions? Ben, ceux qui n'ont pas de questions peuvent partir. أيه دابا هذيك الديبي d'abord je peux avoir une configuration dans laquelle j'ai une conduite, je peux avoir une conduite qui donne un débit. أعطيك un exemple. J'ai un barrage. Dans le barrage, j'ai de l'eau. D'accord? Supposons que je fais un piquage comme ça. Je fais un piquage ici, en bas. Ou là, je peux faire un piquage en haut. Évidemment, dans les deux situations, je vais avoir un débit. Dans les deux situations, je vais avoir un débit. Mais dans cette situation, j'ai une pression. Une pression, maintenant, une pression elle est égale à cette hauteur-là. Par contre, ici, je vais avoir une autre pression qui va être égale à cette hauteur-là. Donc, là, dans les deux configurations, je vais envoyer un débit, parfois avec une pression, parfois avec une pression. Donc, je peux, généralement, dans une conduite, le débit et les pressions sont indépendants. Quand est-ce qu'ils sont dépendants? Lorsque je vais, dire la charge. Lorsque, le fluide, je le comprime dans un réservoir. Je suis en train de les faire lier sans s'en rendre compte, sans lier. Mais si la charge n'existe pas, une contrainte à l'extérieur, ça veut dire que le fluide il va circuler avec un débit, une pression que vous lui avez donnée au départ. Donc c'est la raison pour les pompes volumétriques. Pour les pompes volumétriques, je génère un débit. La pression, quand est-ce que je la génère? Lorsque je vais injecter maintenant cette pression dans le vérin. Lorsque j'injecte cette pression dans le vérin, et le vérin, il va supporter une charge.
Donc, automatiquement, lorsque j'injecte cette pression dans le vérin, le fluide, il va se trouver contrarié à un 10 tonnes ou le 20 tonnes. Donc, autrement, il va réagir, il va créer une pression. Mais si vous ne faites pas ça, il ne va pas créer de pression. Donc, généralement, on dit parmi les définitions qu'on met pour la pression, on dit pour générer une pression, il faut créer une contrainte. La une pression, une force sur un solide. Il y a une contrainte. Tu ne peux pas créer une pression. Tu ne peux créer la pression que si tu as une contrainte. Donc, dans la conduite, quand est-ce que si j'ai une conduite qui diverse vers l'atmosphère, la pression que je vais avoir à la sortie, ça va être la pression atmosphérique. Pour créer une pression à la sortie du robinet, par exemple, pour alimenter une machine ou bien éteindre le feu pour l'occasion un pompier, il faut créer une résistance. Par exemple, il faut avoir une vanne ici. Dans la vanne, c'est elle qui va créer la résistance. Je vais faire un demi ouverte. Donc, cette résistance de la vanne, c'est elle qui va créer la pression ici. Et donc, je vais avoir une pression à la sortie de la vanne qui va être. Mais si vous éliminez la vanne, un tuyau, vous le mettez à l'atmosphère, il va sortir à l'atmosphère. Vous n'avez pas avoir une pression dans l'eau. Si vous voulez un tuyau avec une pression, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le serrer. Le fond du tuyau, vous allez le faire un étranglement sur le tuyau. Automatiquement, je vais avoir un tuyau qui va sortir avec une pression, entre guillemets. Là aussi, ce n'est pas une pression, mais c'est une vitesse. C'est la vitesse qui va donner la pression. Mais sinon, je suis toujours à l'atmosphère. Rêve dit que la zone de perturbation, je peux dire qu'il y a une pression et une vitesse. Voilà. D'autres questions? Oui. Donc, il contient plus de pistons? Oui. Oui, évidemment. Moi, là, je dis qu'il faut avoir un avantage pour changer la vitesse de rotation. Pratiquement, pour changer la vitesse de rotation, qu'est-ce que j'ai normalement? J'ai un moteur asynchrone. Ça veut dire une vitesse variable. Si je veux changer la vitesse, je dois utiliser électriquement soit les échangeurs de fréquence, soit je vais faire un variateur de fréquence. Mécaniquement, je peux utiliser un polycourroie, je peux utiliser un système congrège, mais c'est compliqué. Mais si vous avez un système, vous changez l'inclinaison, c'est plus facile. Évidemment, je peux toujours changer la vitesse avec un variateur de vitesse. Un variateur de vitesse, ça coûte ce que ça coûte ou bon. C'est la raison qu'on préfère chercher les machines à vitesse variable. Il n'y a pas que ça. Il y a d'autres machines qu'on va voir juste après. Les machines à palette sont d'excellentes machines avec ce qu'on appelle la régulation de débit. Elles permettent, le changement, elles permettent aussi ce qu'on appelle la régulation. Quelle est la différence entre changer et réguler? Changer, ça veut dire je change pour avoir une valeur. Maintenant, je change la vitesse de 2 fois, donc le débit va être de double. Par contre, réguler, je vais imposer dire au plateau, choisir toi l'angle convenable pour avoir le débit donné. Comme on fait pour le climatiseur. Je vais réguler la température du climatiseur, je vais entrer la consigne 20 degrés. Le climatiseur, il va changer. Dans le climatiseur, il y a des moteurs qu'on appelle les VRV, variable vitesse. C'est une autre technologie. Les VRV, c'est la dernière technologie qu'il y a dans les moteurs pour les climatiseurs. Donc, la technologie permet de faire réguler et changer, ce sont des moteurs pas à pas, permet de changer la valeur de la vitesse de rotation du climatiseur pour avoir le flux, la charge thermique convenable pour avoir la température convenable. Donc, si vous n'avez pas celui-là, vous devez à chaque fois changer la vitesse de rotation du moteur et attendre quelle est la température que je vais avoir. Par contre, si j'ai la régulation c'est plus compliqué. Il faut avoir la consigne, il ne faut pas avoir plus ni moins. Si le débit augmente, le système va réagir pour le faire revenir vers l'arrière et inversement. Donc la régulation, les machines hydrauliques,
sont d'excellentes machines de régulation. La pompe, on va le voir après lorsqu'on a les cours, c'est une très bonne machine de régulation. C'est elle qui va, les pompes centrifuges, machine les pompes volumétriques. Les pompes volumétriques, non. Les pompes volumétriques ne peuvent pas faire la régulation. Les pompes centrifuges, ils peuvent faire la régulation eux-mêmes. C'est-à-dire, machine de la vitesse. La machine, le comportement ديالها, il va choisir un débit, une hauteur qui va donner qui va vous donner. Évidemment, si on le fait à travers la vitesse, c'est encore mieux. Ça veut dire on va réguler la façon de problème qu'on a vécu l'alimentation de potable. Vous avez le robinet toujours à 3 bars. Si vous n'avez pas de la régulation, vous ouvrez le robinet, parfois vous allez trouver 6 bars, parfois vous allez trouver 1 bar. Pour avoir une régulation, il faut la station de pompage. Dans la station de pompage, il faut prévoir les équipements qui peuvent faire cette régulation. Et donner l'utilisateur toujours 3 bars. Que ce soit beaucoup d'utilisateurs qui aspirent de l'eau, si on aspire de l'eau, la pression va chuter. Donc il faut que l'installation réagisse. Même si tout le monde, le matin, tout le monde aspire de l'eau. Donc si j'ai une installation qui est fixe, qu'est-ce qui va se passer? La pression va diminuer. C'est ce qui s'arrive lorsqu'on est fait les moments là où il y a un autre problème. Il y a un problème je dépasse la capacité de la station. Donc, sinon, si je suis dans la plage de capacité de la station peut toujours réguler en fonction du besoin de l'utilisateur. Il va toujours se comporter et faire fonctionner les différentes machines pour avoir la pression voulue dans un point donné. D'autres questions? Oui? Monsieur, j'ai une question pour ce qui concerne le projet de réalisation d'une application informatique concernant le vis d'Archimède. Monsieur, j'aimerais de savoir شنو غادي خصنا بالضبط نرياليزيو في ديك l'application. Donc, premièrement, j'ai dit à votre délégué que, parce que j'ai vu qu'il y a d'autres personnes qui sont intéressées, donc les gens qui sont intéressés par le projet peuvent le faire, même si vous avez passé le nombre 4 ou la 5 ou la 6. Les gens qui sont intéressés par ce thème, cette thématique-là, vous pouvez le faire. Hein? D'accord. La question, j'ai oublié. Qu'est-ce que vous avez dit? La question, c'est شنو غادي خصنا نرياليزيو au niveau de l'application, les paramètres par exemple. Donc, je vous ai donné un fichier dans lequel il y a des paramètres. Donc, vous prenez premièrement, donc premièrement, il faut lire le résumé que je vous ai donné, dans lequel vous allez voir la partie théorique du système. Une fois que vous l'avez parti, vous utilisez un petit peu les paramètres. Et ça, je peux répondre en disant les paramètres, ça veut dire c'est l'inclinaison de la vis, la profondeur du fleuve, le diamètre intérieur, l'angle, etc. Il y a des paramètres du problème que vous devez, en choisissant, en faisant varier ces paramètres-là, vous allez avoir une situation donnée. D'accord, monsieur. Pour ce qui concerne les données du site hydraulique, est-ce que ce sont des constants ou bien sont variés selon l'utilisateur? Oui. Donc, on a le site, en tant que quelqu'un qui va donner un tableau de bord, les gens, via une application informatique, peuvent dire si j'ai un fleuve ayant cette caractéristique-là, premièrement, on va donner à l'utilisateur quelle est la vis, la meilleure vis, ça veut dire les dimensions géométriques de la vis qui permettent d'avoir d'extraire le maximum d'énergie de l'eau. Il y a le fleuve qui a une profondeur, une vitesse, il y a un débit, ça veut dire il a une valeur de puissance hydraulique, maintenant 100 kW. 100 kW, vous mettez une machine, il y a une machine qui va extraire 80, une machine qui va extraire 20, ça dépend de la performance, le rendement. Donc, c'est à vous, ça veut dire il y a les formules là-dedans, vous devez choisir quelles sont la géométrie optimale de la machine qui permet d'extraire le maximum de rendement possible. Une fois que vous avez ça, vous pouvez passer à une autre alternative. Ça veut dire, évidemment, comme vous l'avez dit, maintenant vous avez l'équipement optimal qui est calculé en fonction d'un fleuve donné. Mais si je change le fleuve, ou bien, je ne vais pas changer le fleuve, mais si le fleuve change,
Évidemment, les conditions elles vont changer et donc vous allez dire à l'utilisateur que si la profondeur du fleuve il change, voilà ce qui va arriver au niveau performance. D'accord, monsieur. Mais un ingénieur, généralement, il y a toujours la machine, il y a la charge. Qu'est-ce qu'on fait dans un projet? On dimensionne la machine en fonction de la charge et la charge, donc il dépend de la charge. La charge, il peut varier. Donc, c'est comme rien fait. J'ai dimensionné l'installation avec un DAC, j'ai trouvé, voilà le moteur qu'il faut, voilà la pompe, voilà le diamètre de conduite qu'il faut. Mais à un certain moment, j'ai découvert que la charge, il a changé. Donc, comme si j'ai rien fait. Donc, normalement, qu'est-ce qu'on fait? Un projet, on prend le temps pour une étude préliminaire pour bien étudier dans ce fleuve-là, ou là, dans ce terrain-là, ou là, dans ce site-là, ou là, dans cette station thermique-là, quelles sont les conditions de la charge, voir est-ce que ça varie beaucoup, ça varie un petit peu. Bon, généralement, qu'est-ce qu'on trouve dans la nature? Dans la nature, je suis toujours, je suis gaussien. Dans la nature, toujours j'ai gosse. C'est-à-dire, j'ai un phénomène, j'ai des conditions optimales, des conditions de charge qui peuvent varier, voilà, 5% à 10%, mais après, je reste toujours dans une plage. Donc, c'est dans cette plage-là que vous devez faire le dimensionnement. Maintenant, le site hydraulique, il a changé, ben tant pis, il a changé, je vais profiter au maximum ce que je peux. Mais je vais dire quand même les utilisateurs, voilà, s'il y a un écart de 50% par rapport aux conditions initiales, voilà l'écart que je vais avoir sur la sortie. D'accord, monsieur. Par exemple, au niveau de la puissance de la vis, il y a deux paramètres, par exemple, la puissance hydraulique disponible ou le rendement total de la vis. Si je vais, par exemple, au niveau de l'application, me calculer la puissance totale. Les deux paramètres nécessaires pour calculer le coefficient ou bien la puissance, ils sont donnés par l'utilisateur. Ou bien on va une carte. L'utilisateur, je mets l'utilisateur. Qu'est-ce que vous voulez dire par l'utilisateur? Le personne qui va utiliser l'application, par exemple. La personne qui va dire, elle va dire que j'ai des conditions, j'ai un système qui permettra de me déterminer la vis optimale. Donc, le système va lui demander quelles sont les conditions du site. Vitesse égale, la profondeur égale, la hauteur égale. Donc, elle doit insérer des valeurs. Le fluide, la masse volumique du fluide, ça dépend de la chaleur, 1,1. Donc, il va entrer les conditions du site. Une fois qu'il entre à des paramètres d'entrée, votre système, il va faire un certain nombre de calculs. Il va lui dire, bon, voilà, votre site, il nécessite une vis, la vis optimale qu'il faut utiliser, c'est cette vis-là. 2 mètres de diamètre, 4 mètres de longueur, un pas d'inclinaison de tel. Il va vous conseiller un certain nombre de paramètres théoriques. Vous allez prendre les paramètres théoriques, plus loin, mais si vous voulez plus loin, vous allez prendre les paramètres théoriques, fabricant. Vous allez consulter un fabricant, donnez-moi une vis qui a décalé. Fabricant, non, ce diamètre-là, c'est difficile parce que la métallurgie, du point de vue fabrication, vous avez un certain nombre de limites. Vous allez corriger un petit peu et faire entrer les bonnes valeurs que vous allez faire installer en tenant compte le discours que vous avez mené avec le fabricant. Une fois le travail se fait, vous allez faire entrer les vrais paramètres de la vis qui peuvent être optimales ou non optimales. Donc, l'application va dire, est-ce que vous voulez avoir le résultat avec les conditions optimales? Elle va dire oui. Donc, vous lui donnez le résultat. Il va vous dire, vous allez lui donner la possibilité de, bon, vous avez un problème d'optimal, donc vous ne pouvez pas utiliser l'optimal. Est-ce que vous pouvez, quelle est la vis que vous proposez ou là que vous pouvez acheter? Il va vous dire, ben, j'ai une vis de temps, de temps, de temps. Donc, vous allez injecter la vis dans le système va vous donner un état de la vis réelle avec les conditions réelles, etc.
Il va vous poser une certaine question. Après 20 ans d'expérience, 10 ans de travail, le fleuve, les performances hydrauliques du fleuve, ils sont augmentées ou ils ont diminué de tant de valeur. Quel est le résultat sur la station? Je ne vais pas investir 1 milliard sur une station dans le sens où je vais avoir 1 mégawatt, mais après 5 ans, je découvre qu'il y a un problème du site qui va, au lieu d'avoir 1 mégawatt, je vais avoir 100 kilowatts. 100 kilowatts, l'énergie solaire, on y va moins cher par exemple, ou la je vais l'acheter carrément 100 kilowatts, qui va coûter combien? 100 fois 1 dirham fois 24 heures. Et ça, c'est un travail ce qu'on appelle la rentabilité du projet. Ça aussi, vous pouvez l'intégrer dans l'application si vous voulez. Mais au fur et à mesure, vous allez découvrir ce que vous allez faire dans l'application. Mais dans un premier temps, il faut se concentrer sur la partie informatique. Le problème de l'ADAC, ils vont être corrigés au fur et à mesure. Enfin, on va faire quelques retouches sur les formules, éventuellement. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. D'autres questions? D'accord. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, donc vous pouvez vous disposer. Je vous remercie. Merci à vous, monsieur. Monsieur, au revoir. Au revoir. Merci, monsieur. Je vous en prie.